Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va étudier le champ magnétique créé par deux bobines enroulées sur un noyau ferromagnétique sous forme torique. Ce noyau est constitué d'un milieu ferromagnétique de perméabilité magnétique relative μr. Les deux bobinages qu'on appelle primaire et secondaire sont parcourus par des courants d'intensité I1 et I2. On va noter ces deux points-là par où entrent les courants, ce point-là et ce point-là comme bornes homologues. Donc les points par lesquels entrent les courants s'appellent bornes homologues. Même chose ici. C'est une borne homologue. Bien. Pour déterminer le champ magnétique, on va utiliser le théorème d'Ampère. Alors, que dit le théorème d'Ampère? Le théorème d'Ampère postule que sur n'importe quel contour fermé gamma, la circulation de H, c'est-à-dire de l'excitation magnétique H, le long du contour gamma, donc cette circulation, est égale à I enlacé. Et I enlacé représente la somme des courants. Donc la somme des courants enlacés ou I enlacé total. Donc vous pouvez écrire somme des I enlacés ou I enlacé total. Alors, pour déterminer l'excitation magnétique, il faut mettre les mains et les pieds, c'est-à-dire il faut chercher les raisons pour lesquelles on peut faire sortir H de cette intégrale. Alors pour faire sortir H de l'intégrale, il faut que H garde une norme constante sur cette intégrale-là. Et bien sûr, on va déterminer, même chose, les circonstances dans lesquelles ce produit scalaire donne une expression assez simple. Bien, maintenant on va utiliser les règles de symétrie et de variance afin d'arriver à cet objectif. Bien, nous avons un noyau ferromagnétique. Si un courant électrique traverse un circuit, il crée un champ magnétique. Même chose pour ce circuit-là. Ces deux circuits sont parcourus par des courants tels que le champ magnétique créé est donné par la règle de la main normale. Alors ici, le courant c'est entrant comme ça, donc il entre comme ça, et donc nous avons une excitation magnétique donnée par le pouce. Ici, le courant sort par les doigts, donc il est donné par le pouce, c'est-à-dire il est descendant ici et ici il est montant. Maintenant, l'excitation totale est telle que la circulation le long de ce contour-là, qui est une ligne de champ, donc la circulation le long de ce contour est égale à quoi? Est égale à I enlacé, c'est-à-dire le courant total. Si on note ici N1, le nombre de spires dans le primaire, dans le circuit primaire, et N2, le nombre de spires dans le circuit secondaire, on peut maintenant déterminer I enlacé. Alors, cette circulation-là, pour la rendre assez simple, on précise ici que nous travaillons en coordonnées cylindriques d'axe OZ. Bien, puisque gamma est orienté dans ce sens-là, donc il est orienté dans le sens du champ magnétique, c'est-à-dire dans ce sens, et donc on peut définir une normale à cette surface-là. La normale à la surface du tableau, dans ce sens-là, elle est donnée par ce sens. Et donc on applique la règle de la main droite, et puis la normale est un vecteur unitaire entrant. Et donc on peut ici préciser la base des coordonnées polaires, donc à savoir ER, donc à partir de ce point-là qui est le centre. Donc ici c'est ER. Eθ est dans le sens de l'excitation magnétique, Eθ, et EZ est un vecteur entrant. Et donc on constate ici que EZ est identique à la normale petit f. Maintenant, lorsqu'on calcule le courant enlacé, il est compté positivement s'il traverse
cette surface-là, s'il traverse cette surface dans le sens de la normale. Et il est compté négativement s'il traverse cette surface-là dans le sens inverse, c'est-à-dire si le courant est sortant. Donc si le courant est entrant, il est compté positivement, s'il est sortant, il est compté négativement. Maintenant, puisque le plan M, ER, Eθ, donc ça c'est une position M, le plan M, ER, Eθ, c'est-à-dire le plan du tableau, est un plan de symétrie pour cette distribution de courant, puisque c'est un plan plutôt d'antisymétrie. Donc le plan M, ER, Eθ, c'est un plan d'antisymétrie, vu que le courant il est dans ce sens-là en avant et dans le sens inverse en arrière. Donc ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Et donc le champ magnétique est contenu dans un plan d'antisymétrie. Donc H est contenu dans ce plan, c'est-à-dire que H admet deux composantes, une composante suivant Eθ et une composante suivant ER. Mais vu que ce noyau ferromagnétique canalise les lignes de champ, c'est-à-dire qu'il a un μr assez élevé, ça veut dire que les lignes de champ n'ont pas d'occasion, n'ont pas de chance pour sortir du noyau. Et donc, il y aura, si vous voulez, contournement de cette boucle-là. Et donc, toutes les lignes de champ vont rester sur le noyau ferromagnétique et donc ils seront canalisés par ce noyau ferromagnétique. Et donc, toutes les lignes de champ n'ont aucune chance de sortir. Et par conséquent, on peut dire que les lignes de champ sont orthoradiales. Du coup, on peut déduire que la composante H suivant ER est nulle. Et donc, H est porté par Eθ. Donc, les propriétés de symétrie nous disent que H est porté par Eθ, c'est-à-dire H d'un point M du contour gamma est égal à H indice θ porté par Eθ, comme ça. Et Hθ est une quantité qui dépend a priori des variables, c'est-à-dire des variables Rθ, R, c'est ça, Rθ et Z, c'est-à-dire des coordonnées sphériques, des coordonnées cylindriques du point M. Bien, maintenant, lorsqu'on fait une rotation, c'est-à-dire si on fait une rotation, on peut dire que la composante H suivant θ est la même en deux points. Parce qu'il n'y a aucune raison que le flux soit différent d'un point à l'autre. C'est-à-dire si je prends cette position-là et cette position, je vais obtenir le même flux vu que cette section est égale à cette section. Et donc, la conservation du flux du champ magnétique va dire que le long d'un tube de champ, dans un tube de champ, le flux total est égal à 0, c'est-à-dire une surface fermée. Vous savez que le flux du champ magnétique, comme ça, ds, à travers une surface fermée, ds est l'extérieur, comme ça, à travers sigma, toujours, c'est 0. Veut dire quoi? Veut dire que le flux à travers cette section est égal au flux à travers cette section. Et puisque les deux sections sont identiques, donc il n'y a aucune raison de dire que la composante ici est différente de la composante ici. C'est-à-dire Hθ est le même ici et ici. Et donc H ne dépend pas de θ. Ensuite, est-ce que H dépend de R? On va considérer que c'est-à-dire cette épaisseur-là, cette épaisseur E, est très petite devant le rayon moyen du tore. Donc si E est très petite devant le rayon moyen, donc cette épaisseur est assez petite. Et donc on peut négliger la variation de H en fonction de R. Et par suite, je peux dire que H, au final, ne dépend que de Z. Donc a priori, elle ne dépend que de Z. Et donc cette circulation-là va devenir l'intégrale de H de Z, a priori, H de Z, fois D de L. Et c'est quoi D de L? C'est R dθ. C'est R dθ, comme ça. Porté par Eθ, puisque ici nous avons Eθ et ici Eθ. Donc le D de L, c'est cette quantité-là. C'est ça, D de L. Donc c'est le déplacement élémentaire le long de la courbe gamma.
Donc cette intégrale-là est égale à quoi? Est égale à I en lacet. Alors, I en lacet, ce courant-là traverse combien de fois cette surface? Donc on compte, on obtient N1 fois, c'est-à-dire N1 fois le courant I1. Et donc le courant I en lacet, c'est N1 fois I1. Plus, alors ici nous avons un signe plus devant le N1I1 parce que ce courant-là traverse la surface dans le sens de N, c'est-à-dire il est compté positivement. Même chose que pour le courant I2, il traverse cette surface dans le sens positif, c'est-à-dire il sera compté positivement. Et donc on va écrire plus N2 I2. Et cette intégrale-là, donc nous avons comme variable d'intégration θ, et θ varie entre 0 et 2π. Donc lorsqu'on décrit le contour gamma, θ varie de 0 à 2π. Et donc, par suite, je peux faire sortir h de z comme ça, multiplié par r, qui est une constante, multiplié par l'intégrale sur θ va donner 2π. Et donc on obtient N1I1 plus N2 I2. Et donc on obtient H égale quoi? Égale à N1 I1 plus N2 I2, le tout divisé par 2πr. Bien. Cette quantité, c'est-à-dire l'excitation magnétique, dépend de quoi? Elle dépend du nombre de spires et de la distance petit r. Ce r, on peut le prendre comme rayon moyen du tore. Donc on peut prendre comme r la valeur moyenne du rayon du tore, c'est-à-dire r moyen. Bien, maintenant, comment peut-on contrôler h? On peut le contrôler par les courants I1 et I2, c'est-à-dire nous avons accès au courant parce qu'on sait les mesurer par 1 ampère-mètre et par suite on peut contrôler h. Et par suite on peut déduire le champ magnétique B. Alors, c'est quoi B? B, c'est H, c'est mu fois H. Donc, c'est mu fois H, comme ça, qui est égal à mu0, mu R fois H. Pourquoi? Cette relation est possible lorsque le milieu est considéré comme linéaire, homogène et isotrope. C'est-à-dire que la relation entre B et H est une relation de proportionnalité. Mu est la perméabilité magnétique absolue qui est égale à mu0, mu R. Voilà. Donc de cette façon-là, on peut déterminer le champ magnétique à l'intérieur d'un tore. Bien, le calcul sera aussi de la même façon si nous avons seulement une bobine. Maintenant, on peut déterminer le schéma équivalent de ce bobinage en utilisant les lois de l'électrocinétique. Comment on détermine le schéma équivalent? Bien, il suffit de dire que ce circuit, si on prend le bobinage d'entrée, ce circuit-là, donc à son entrée il y a une tension, c'est-à-dire que le courant I1 est imposé par un générateur qui délivre la tension U1, et donc le circuit numéro 1, ce bobinage-là, le bobinage premier, 1, il est soumis à la tension U1 et il comporte N1 spire. Donc il est équivalent à quoi? Il est équivalent à une résistance. Pourquoi? Parce que ce bobinage possède une résistance et une force électromotrice E1. Alors pourquoi? Donc ça c'est R et ça c'est U1. Alors, c'est quoi U1? U1, d'après la loi d'Emaille, je peux écrire que U1 égale quoi? Égale à R fois ce courant, c'est-à-dire cette tension-là, plus sa tension. Cette tension, c'est R I1, d'après la loi d'Ohm, plus cette tension-là qui est moins E1. Alors pourquoi moins E1? Parce qu'en fait, ce courant I, si U1 est une fonction du temps, le courant I1 c'est lui-même une fonction du temps. Et vu que le courant I1 varie au cours du temps, ça veut dire que
il y aura phénomène d'induction électromagnétique. Pourquoi? Parce que le champ qu'il crée est un champ dont l'intensité varie au cours du temps. Et vu qu'il y a variation du champ magnétique, et donc il y a variation du flux. Alors, c'est quoi le flux 1? Le flux 1, c'est B1, donc c'est l'intégrale, et le calcul ici, il est assez aisé. Donc c'est B1 fois le nombre, donc c'est N1 fois la section. Or, B1 est un courant qui est proportionnel à l'intensité I1, et donc B1 est une fonction du temps, et par suite Φ1 est une fonction du temps, ce qui donne E1 égale à moins d de Φ1 sur dt d'après la loi de Faraday. Et donc on peut arriver ici à déterminer la tension U1 en fonction du courant I1 et de la dérivée temporelle, vu que Φ1 il est proportionnel à B1 et donc il est proportionnel à l'intensité de courant. Bien sûr, ici il y a interaction entre les deux bobines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ créé par la bobine numéro 2, il envoie un certain flux à travers le premier bobinage. Sauf si on peut négliger, c'est-à-dire il y a des conditions dans lesquelles on peut négliger le flux envoyé par le bobinage numéro 2. Mais sinon, il faut tenir compte de l'induction mutuelle, c'est-à-dire que la force électromotrice sera une force électromotrice totale, c'est-à-dire qu'elle résulte de l'induction due au circuit 1 et de l'induction due au circuit 2. C'est ce qu'on va voir en développement dans une autre vidéo, Inch'Allah.